est-ce que Sier Automotive est une opportunité d'investissement attractive au niveau actuel? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir la notification. On commence tout de suite avec le cours de cet équipementier auto espagnol. Alors, le cours de l'action, il s'est bien repris depuis 2020. On est passé de 8,5 à 25 €, donc ça fait quand même un petit x3. Bon, on semble maintenant végéter un petit peu dans une sorte de range. Maintenant, on se rapproche de la borne haute, donc est-ce qu'on va s'en sortir? On va essayer de voir ça ensemble. Alors, croissance du chiffre d'affaires, en médiane, c'est 7%. C'est plutôt pas mal, hein. Actuellement, ça décélère quand même, hein. On est à moins 2,8%, donc on est en décroissance. Attention, mais c'est tout le secteur qui est en décroissance. Le problème des équipementiers auto, c'est que leurs clients, qui sont les constructeurs auto, sont en pleine transition vers le moteur électrique face à une concurrence chinoise subventionnée, donc forcément avec des coûts beaucoup plus faibles. Donc la concurrence est difficile. Sur ce secteur, il va falloir voir si la transition va pas prendre plus de temps que prévu et si les autorités européennes vont pas un peu relâcher la pression sur cette transition. Ça aiderait le secteur. On voit que Sier fait des acquisitions, hein, c'est aussi ça qui permet d'avoir une croissance médiane assez élevée sur 10 ans. Donc on a fait 5,3 milliards d'acquisitions, on a 3 milliards de market cap. Ça, c'est pas incroyable, hein. Ça veut peut-être dire que les acquisitions ont été faites trop chères et n'ont pas délivré les résultats escomptés. Donc peut-être questionner le track record de fusion-acquisition de ce management, hein. Donc voilà. Autrement, le bas de cycle, pour l'instant on y est encore, on n'en voit pas trop la fin, et ça concerne toutes les entreprises de ce secteur. Au niveau des taux de marge, on voit que le taux de marge brut, il est relativement stable, voire en légère hausse. Alors on est un peu plus bas qu'il y a 10 ans, sauf que bon, il était là, il y a quand même pas mal de volatilité sur ce taux de marge brut. On va dire qu'on est quand même au-dessus de la médiane. 41%, c'est pas négligeable. On est sur une activité, en tout cas une entreprise qui arrive bien à baisser ses coûts ou monter ses prix, ou les deux. Donc c'est plutôt bien. Au niveau du taux de marge d'EBITDA, là c'est plus intéressant encore. On est sur une hausse du taux de marge d'EBITDA sur 10 ans. On est passé de 14 à 18. Donc ça s'améliore. Pas mal, pas mal. Donc là, on a un management qui gère très bien ses opérations. Au niveau du taux de marge net, tant que c'est un peu plus compliqué à dire puisqu'il y a quand même, je pense ici, de l'exceptionnel, hein. Donc ça, c'est une anomalie statistique du logiciel, soit il y a eu un résultat exceptionnel qui est venu booster le résultat net de manière assez énorme. Donc Simon, on est sur du 8,4, ce qui est plutôt raisonnable, et on a une hausse par rapport à il y a 10 ans. Donc pareil, on arrive bien à suivre on est bien parallèle à la hausse du taux de marge d'EBITDA, donc il n'y a pas de déperdition au niveau financier. Plutôt pas mal. Au niveau du taux de marge, on va dire, au niveau du résultat financier, hein, j'entends. Au niveau du taux de marge de free cash flow, c'est pareil, on est en légère hausse par rapport à il y a 10 ans. On a bien suivi le taux de marge net, globalement, 8,9% de marge de free cash flow. Plutôt bien. Donc les marges sont correctes, hein, sur Sier Automotive, voire même bonnes, hein. Donc on a un management qui arrive quand même à bien gérer les opérations, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, ici, on a de l'exceptionnel, pareil, hein, c'est ce qu'on voyait sur le taux de marge net. Et là aussi, bon, il faut aller voir dans un rapport financier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu vraiment de l'exceptionnel ici? D'où ça vient? Est-ce qu'ils sont en train de céder un actif, par exemple? Bon, autrement, on voit que structurellement, le bénéfice net est supérieur au free cash flow. Ça veut dire qu'il y a de la dépense en capital qui est importante, hein, plus élevée que la dépréciation amortissement. Donc ça veut dire qu'on continue à investir dans l'appareil productif pour l'agrandir. Là, il n'y a pas forcément de croissance. Donc si structurellement il n'y a plus de croissance, ça ne sert à rien de faire de dépenses en capital, hein. Peut-être que le management voit la sortie du tunnel et un retour de la croissance dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'il continue à investir. Au niveau du BFR, on est sur une entreprise qui est BFR négatif. Ça, c'est excellent. C'est-à-dire que l'entreprise est bien positionnée dans le rapport de force face aux clients et aux fournisseurs. C'est-à-dire qu'elle peut se faire payer plus rapidement par ses clients qu'elle ne doit payer ses fournisseurs. Donc ça, c'est bien. Et il y a aussi une gestion des stocks, aussi une bonne gestion des stocks, hein, qui font que, au global, on a un BFR qui est négatif. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que vos clients financent votre activité. Très bien. Est-ce que ce BFR évolue favorablement? On a accumulé 628 millions de variations négatives du BFR depuis 10 ans. Donc ça, c'est bien. Ça continue à s'améliorer légèrement, hein. Ça s'est arrêté depuis 2023, mais ça continue à s'améliorer. Donc l'entreprise est de mieux en mieux positionnée par rapport à ses clients et ses fournisseurs. Ensuite, les dépréciations amortissements face aux dépenses en capital et aux éléments non cash. Alors,
7 milliards de CAPEX, 5 milliards de dépréciation amortissement, vous avez 2 milliards de dépenses cash. Vous voyez le négatif ici, hein. Donc, ça vous explique la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Ici, voilà. Donc, on continue à faire de la dépense en capital. Donc, le management continue à avoir de la croissance dans les prochaines années. Faisons leur confiance. Ils connaissent leur business. Donc, à mon avis, c'est pas pour rien qu'ils font de la dépense en capital. À choisir entre les bénéfices nets et les free cash flow, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Et du coup, ça donnera une valorisation plus pessimiste, hein, plus conservatrice, parce que le multiple sera plus élevé. Donc, à garder en tête. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, c'est pas mal du tout. On est proche de la médiane, alors qu'on est en bas de cycle, hein, donc ça s'est pas dégradé malgré le bas de cycle, hein. Donc ça veut dire qu'on maintient aussi la part de marché. En fait, la rentabilité s'effondre quand on perd des parts de marché, ou elle augmente quand on gagne des parts de marché. Si elle est stable, bon, ça veut dire que le groupe finalement conserve son positionnement dans le marché, donc c'est plutôt pas mal. La médiane est à 11,8%, on est à 13,2% actuellement, donc en plus on est au-dessus de la médiane. Donc là, il n'y a pas de croissance en ce moment. Donc l'entreprise, avec cette bonne rentabilité, dégage du cash. Donc après, ce cash, on l'utilise pour rembourser la dette, on l'utilise pour rémunérer l'actionnaire, faire des acquisitions. Très bien. Au niveau de l'endettement, justement, la dette nette est en train de chuter complètement. On n'est plus qu'à 1,10 milliard, donc il faut toujours enlever les obligations locatives, hein. Donc il faut regarder si l'entreprise a des loyers, parce que l'agrégateur et même la norme IFRS 16 prend en compte les obligations locatives qui sont plutôt une dépense opérationnelle. Bon. On est endetté à 1,4 fois l'EBITDA. C'est confortable comme niveau d'endettement, c'est 3 fois les free cash flow. Voilà, il n'y a pas de souci sur la dette, complètement gérable. Au niveau des dividendes, de la rémunération de l'actionnaire, on verse 109 millions d'euros de dividendes, on a 345 millions d'euros de free cash flow, un tiers. Donc, c'est très soutenable ce dividende. Il vous offre un rendement au cours actuel de à peu près 3%, ce qui est pas mal, 3,5% même, je pense. On a des rachats d'actions. Alors, il faut aller regarder quelle est, dans les rapports financiers, bien sûr, quelle est la destination de ces rachats d'actions. Est-ce que c'est pour les annuler, ce qui augmente sa rémunération d'actionnaire? Est-ce que c'est pour les distribuer aux salariés, aux managers, etc. Ça, c'est neutre. Ça, il faut les vérifier. Rendement d'actionnaire à 3,5%, vu qu'il n'y a plus de rachat d'actions depuis quelques temps, je pense que ça, c'est le rendement du dividende uniquement, et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Garde en tête que c'est une société espagnole, vous pouvez l'avoir en PEA, mais il y aura le prélèvement à la source dans votre PEA, malheureusement. Après, vous pouvez essayer de faire les démarches auprès de la Agencia Tributaria espagnole pour récupérer votre prélèvement à la source. Bon courage. Donc, je pense qu'il faut faire une croix. Et donc, ça vous donne un rendement de l'actionnaire qui sera en net à 3%, je pense, de ce ordre-là. Ensuite, au niveau de la valorisation, on va regarder selon deux axes. La valorisation par rapport à l'historique. Bon, ça commence à se redresser, le multiple, là. Il y a depuis, on va dire, un mois. On était quand même à 5,2, alors que la médiane est à 7,7, hein, donc plutôt pas mal. Je pense qu'elle est assez représentative, cette médiane. Et ici, on a une baisse du multiple parce que le marché des équipementiers auto est en baisse, hein. Donc maintenant, on a eu la publication, il y a eu quelques semaines, et hop, ça s'est redressé. Mais vous avez encore, par rapport à l'historique, vous avez encore 25-30% de potentiel de redressement du multiple, hein. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On peut comparer face aux concurrents. Alors, en concurrent, je prends Valeo, Forvia et Aquel. Aquel, c'est vraiment pour vous montrer la valorisation de l'entreprise est la plus attractive, à mon sens, dans le secteur. Donc, en termes de market cap, c'est Si Automotive d'ailleurs la plus grosse, mais après, on a Forvia et Valeo qui sont pas très loin non plus, hein, donc on n'est pas si loin de ça. Donc, c'est comparable. On voit que Si Automotive est quand même plus valorisée que les deux autres, hein. Alors, Si Automotive, elle est moins endettée. Elle a une meilleure rentabilité en termes de rendement des capitaux investis. Et même, alors le rendement de l'actionnaire est plus élevé chez Forvia et Valeo. Donc ça joue en leur faveur. En revanche, du coup, Si Automotive est plus valorisé que les autres. On voit que nos boîtes, nos équipementiers auto français sont valorisés à entre 4 et 3 fois la valeur d'entreprise sous EBITDA, ce qui est très, très faible. Aquen, elle est valorisée 1,2 fois. C'est très peu cher. Et Aquel a une décote sur actifs tangibles encore, je crois, à ce jour. Ils ont énormément de cash, donc ils vont forcément le rendre aux actionnaires. Voilà. Donc, qu'on se regarde par rapport au multiple historique ou par rapport au pair, par rapport à l'historique, on a un potentiel d'expansion de multiples. Par rapport au pair, on est un peu plus chèrement valorisé, mais Si Automotive est mieux positionné concurrentiellement que Forvia et Valeo, à mon sens. Donc, ça mérite une prive.
et je pense que ça reste quand même pas cher du tout. C'est pour ça aussi que l'entreprise est dans le fonds France d'indépendance AM, hein, puisque c'est un dossier value et quality en même temps. Voilà, donc si automotive, pourquoi pas? J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.